Il existe une forme de souffrance qui ne vient pas d'événements traumatiques visibles, mais d'un désordre interne, invisible. Tu fonctionnes, tu travailles, tu souris, mais à l'intérieur, il y a un chaos psychique constant que personne ne voit, un esprit qui ne se repose jamais, des patterns qui se répètent compulsivement même quand tu jures avoir enfin compris la leçon. Freud appelait cela la répétition compulsive de l'inconscient. Cette étrange tendance de la psyché à revivre encore et encore les mêmes scénarios intérieurs, comme si ton esprit cherchait désespérément à résoudre quelque chose qu'il ne peut même pas nommer. Et si je te disais que ce désordre mental n'est pas aléatoire, qu'il possède une structure profonde qui peut être complètement réorganisée, qu'il existe un processus psychologique combinant l'individuation jungienne, l'intégration cérébrale de Daniel Siegel et la neuroplasticité de Richard Davidson, capable de te transformer si radicalement qu'en 2026 ton propre esprit sera méconnaissable. Parce que ce qui te maintient prisonnier, ce ne sont pas tes pensées. Ce n'est pas ton manque de discipline ou ta prétendue faiblesse de caractère. C'est l'architecture inconsciente que tu n'as jamais réorganisée, ces structures psychiques invisibles qui opèrent en arrière-plan de ta conscience et dictent tes réactions, tes peurs, tes fuites, tes répétitions. Jung disait que personne ne devient conscient sans douleur, et cette douleur que tu ressens maintenant, ce chaos mental qui te consume de l'intérieur, c'est précisément le signal que ta psyché réclame une transformation que tu repousses depuis des années. Pas une simple amélioration superficielle, pas une nouvelle routine matinale ou une technique de productivité de plus, mais une réorganisation complète, depuis les racines même de ton inconscient jusqu'à la reconfiguration de ton système nerveux autonome. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes n'est pas une méthode de développement personnel de plus. C'est une carte psychologique et neurologique pour devenir littéralement méconnaissable, pour que ton esprit en 2026 ne ressemble plus du tout à celui que tu portes aujourd'hui. Pas parce que tu auras adopté un masque différent, mais parce que tu auras enfin intégré ton ombre, régulé ton système nerveux, reconstruit tes circuits neuronaux et complété ce processus d'individuation que si peu d'êtres humains osent entreprendre. Parce que la vraie transformation, celle qui dure, celle qui libère, ne vient jamais du contrôle mental forcé. Elle émerge de la réorganisation profonde de qui tu es, depuis la structure invisible de ta psyché jusqu'à la biologie même de ta conscience. Mais pour comprendre comment devenir vraiment méconnaissable, il faut d'abord saisir ce que personne ne t'a jamais expliqué sur la structure profonde du chaos mental. Ton esprit n'est pas chaotique par accident. Il ne s'est pas désorganisé simplement parce que tu as vécu des événements difficiles ou parce que tu manques de discipline intérieure. La vérité que Jung a passé sa vie à explorer, c'est que le chaos mental possède une architecture précise, une structure inconsciente composée de ce qu'il appelait des complexes autonomes. Ces complexes sont comme des sous-personnalités psychiques qui vivent en toi, chacune avec ses propres émotions, ses propres mémoires, ses propres réactions, et elles fonctionnent de manière totalement indépendante de ta volonté consciente. Quand tu te surprends à réagir de façon disproportionnée à une situation banale, quand tu sens qu'une émotion s'empare de toi et prend le contrôle malgré ta résistance, c'est un complexe autonome qui s'est activé. Et ces complexes ne disparaissent pas avec de bonnes intentions ou des affirmations positives, parce qu'ils sont enracinés profondément dans ton inconscient, construits à partir de tes blessures, de tes peurs refoulées, de tes traumatismes invisibles. Freud avait compris quelque chose de fondamental sur cette désorganisation apparente. Il savait que ce que nous appelons chaos mental est en réalité un système de défense psychique extrêmement sophistiqué. Tes mécanismes de défense, le refoulement, la projection, la rationalisation, tout cela crée ce qui ressemble à du désordre, mais c'est en fait une protection que ton inconscient a construite pour te permettre de survivre psychiquement à ce que tu as vécu.
Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialisé dans les circuits de la peur et de la mémoire émotionnelle, a démontré comment l'amygdale, cette petite structure au cœur de ton cerveau, encode des mémoires traumatiques qui continuent à influencer tes réactions des années, parfois des décennies plus tard. Ces mémoires ne sont même pas accessibles à ta conscience verbale. Elles vivent dans ton système nerveux comme des alarmes silencieuses qui se déclenchent sans que tu comprennes pourquoi. Elisa Feldman-Barrett a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Ton cerveau ne réagit pas au présent. Il fabrique constamment des prédictions basées sur ton passé, sur tes expériences anciennes, sur tes douleurs enfouies. Donc, quand tu crois vivre le moment présent, ton cerveau est en train de projeter d'anciennes prédictions, d'anciennes peurs, d'anciens patterns, et c'est cela qui crée l'impression de tourner en rond mentalement. Adler apportait une autre couche de compréhension essentielle. Il voyait dans le désordre mental une forme de compensation inconsciente, une tentative désespérée de la psyché de compenser un sentiment profond d'infériorité ou d'incomplétude. Cette agitation mentale constante, ces 1000 projets commencés et jamais terminés, ces changements de direction perpétuels, ce n'est pas de l'indécision. C'est une recherche frénétique de quelque chose qui pourrait enfin te faire sentir suffisant, complet, valable. Et Viktor Frankl ajoutait à cela la dimension existentielle, ce vide de sens qui peut transformer ton esprit en un champ de bataille. Quand la vie manque de direction profonde, quand tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, ton esprit se fragmente, se disperse, cherche n'importe quelle distraction pour ne pas sentir ce vide existentiel qui te consume de l'intérieur. Ce chaos mental, alors, n'est pas un problème à résoudre avec des techniques de gestion du temps. C'est un signal de détresse de ta psyché entière qui te dit qu'il est temps de réorganiser non pas tes pensées, mais la structure même de ton être. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils croient que le chaos mental est permanent, qu'ils sont condamnés à vivre avec cet esprit désordonné, avec ces patterns répétitifs, avec cette incapacité à vraiment changer. Mais ce n'est pas vrai. Ton cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Et elle change absolument tout ce que tu pensais savoir sur la possibilité de transformation. Les recherches de Richard Davidson ont démontré quelque chose de révolutionnaire. Ton cerveau émotionnel peut se reconfigurer complètement à travers certaines pratiques intentionnelles. Les personnes qui méditent régulièrement, par exemple, montrent des changements mesurables dans leur cortex préfrontal, dans leur amygdale, dans les régions cérébrales liées à la régulation émotionnelle et à la conscience. Ce ne sont pas des changements subtils ou temporaires, ce sont des transformations structurelles du cerveau lui-même, une reconfiguration des circuits neuronaux qui persistent dans le temps. Mais voici ce qui te rendra vraiment méconnaissable en 2026, c'est quand tu combines cette neuroplasticité avec le travail psychologique profond que Jung, Freud et Adler ont cartographié. Daniel Siegel parle d'intégration cérébrale, cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre des régions qui autrefois fonctionnaient de manière isolée. Quand ton cerveau est désorganisé, fragmenté par le trauma ou le stress chronique, différentes parties fonctionnent en silo, sans communication cohérente entre elles. Ton cortex préfrontal, responsable de la réflexion rationnelle et de la planification, peut être littéralement déconnecté de ton système limbique, où vivent tes émotions et tes mémoires traumatiques. Résultat, tu sais intellectuellement ce que tu devrais faire, mais émotionnellement tu ne peux pas le faire, parce que ces deux systèmes ne se parlent pas. L'intégration neuronale, c'est le processus de reconstruire ces ponts, de créer une cohérence entre pensée, émotion et action. Et Stanislas Dehaene a montré comment la conscience elle-même peut être réorganisée à travers l'attention. Où tu diriges ton attention, façonne littéralement les structures de ton cerveau, renforce certains circuits, en affaiblit d'autres. Donc, si tu passes des années à nourrir des pensées anxieuses, à ruminer sur tes échecs, à revivre tes traumas, tu sculptes un cerveau anxieux, fragmenté, prisonnier du passé.
Mais voici la promesse radicale de la neuroplasticité combinée à l'individuation jungienne. Jung voyait l'individuation comme un processus psychologique de devenir entier, de rassembler les parties fragmentées de soi en une totalité cohérente. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un processus qui a une réalité neurologique. Quand tu fais le travail d'intégrer ton ombre, de rendre conscient ce qui était inconscient, de confronter tes complexes au lieu de les fuir, tu déclenches littéralement des changements dans ton cerveau. De nouvelles connexions se forment, de nouvelles voies neuronales s'ouvrent, et progressivement ton cerveau devient physiquement différent. Freud disait que le but de la psychanalyse était de rendre conscient l'inconscient, et maintenant nous savons que ce processus implique la création de nouvelles connexions entre le cortex préfrontal et les structures limbiques plus profondes. Chaque fois que tu nommes une émotion refoulée, que tu reconnais un pattern inconscient, que tu comprends d'où vient une réaction automatique, tu construis de nouveaux circuits neuronaux qui te donnent plus de choix, plus de liberté, plus de conscience. Et les stoïciens, il y a 2000 ans, sans connaître la neuroplasticité, avaient déjà compris ce principe fondamental. Marc Aurèle écrivait que l'esprit se teinte de la couleur de tes pensées, que tu deviens ce sur quoi tu médites constamment. Ce n'était pas de la philosophie abstraite, c'était une observation précise de comment la discipline mentale sculpte l'architecture du cerveau. Chaque fois que tu choisis consciemment de rediriger ton attention, de questionner une pensée automatique, de ne pas te laisser emporter par une émotion réactive, tu renforces les circuits de la conscience et affaiblis les circuits de la réactivité inconsciente. C'est un entraînement mental, littéralement, comme entraîner un muscle, et avec le temps ton cerveau devient différent, plus intégré, plus cohérent, plus libre. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que la science révèle quelque chose que les anciens philosophes savaient intuitivement. La transformation profonde n'est pas un événement soudain, c'est une réorganisation progressive de la structure même de ta conscience. Mais même en comprenant la neuroplasticité, même en saisissant que ton cerveau peut changer, il reste une question essentielle que peu osent affronter. Pourquoi ton esprit résiste-t-il autant à cette transformation ? Pourquoi continues-tu à retomber dans les mêmes patterns malgré toutes tes bonnes intentions ? Jung avait une réponse précise, l'ombre. Cette partie de toi que tu refuses de voir, que tu as rejetée dans l'inconscient parce qu'elle était inacceptable, honteuse, trop douloureuse à reconnaître. L'ombre est composée de toutes tes qualités refoulées, tes désirs interdits, tes émotions condamnées, tes parts de toi que tu juges indignes d'exister. Et voici ce que la plupart ne comprennent jamais. L'ombre ne disparaît pas parce que tu la refuses. Au contraire, elle devient autonome, elle opère dans l'inconscient avec une force encore plus grande et elle sabote systématiquement tous tes efforts de transformation consciente, parce que l'ombre veut être vue, reconnue, intégrée. Elle réclame sa place dans la totalité de qui tu es. Antonio Damasio a démontré quelque chose de fascinant sur ce que Jung appelait l'ombre. Il a montré que nos émotions refoulées créent ce qu'il appelle des marqueurs somatiques, des sensations corporelles qui influencent nos décisions sans que nous en soyons conscients. Quand tu as réprimé la colère pendant des années, par exemple, ton corps porte cette mémoire émotionnelle et elle se manifeste en tension musculaire, en problèmes digestifs, en réaction de stress disproportionnée. Ces marqueurs somatiques sont littéralement ton ombre incarnée dans ton corps. Et tant que tu ne les reconnais pas, tant que tu ne fais pas le travail d'intégration, ils continueront à diriger ta vie depuis les coulisses. Freud parlait du retour du refoulé, cette tendance de tout ce qui est réprimé à revenir sous une forme déguisée, souvent destructrice. Si tu refoules ta tristesse, elle reviendra comme dépression chronique. Si tu refoules ta peur, elle reviendra comme anxiété généralisée. Si tu refoules ta rage, elle reviendra comme rage passive-agressive qui empoisonne toutes tes relations. Adler ajoutait une perspective essentielle sur ce processus. Il voyait comment les parties de nous que nous jugeons inférieures cherchent à se compenser de manière souvent destructive. Si tu as intériorisé un sentiment profond d'inadéquation,
Ton ombre portera toute cette douleur, et elle cherchera à la compenser soit par une supériorité artificielle, soit par un retrait total, soit par des comportements autodestructeurs qui confirment secrètement ta croyance en ton insuffisance. L'intégration de l'ombre n'est donc pas un luxe psychologique, c'est la condition absolue pour toute transformation durable. Matthew Lieberman, spécialiste des neurosciences sociales, a montré que nous construisons notre identité à travers des récits, des histoires que nous nous racontons sur qui nous sommes. Mais ces récits sont souvent fragmentés, contradictoires, pleins de trous et de déni. L'intégration de l'ombre, c'est le processus de créer un récit de soi cohérent, qui inclut les parts sombres, les échecs, les peurs, les hontes. Et quand ce récit devient cohérent, quand tu peux enfin te voir entier avec compassion, quelque chose de profond se réorganise dans ta psyché. Camus disait quelque chose de puissant sur cette acceptation de l'ombre. Il parlait d'accepter l'absurde, de reconnaître la contradiction fondamentale de l'existence humaine, et dans cette acceptation, trouver une forme étrange de liberté. Intégrer ton ombre, c'est accepter l'absurde de ta propre contradiction, reconnaître que tu portes en toi à la fois lumière et obscurité, force et faiblesse, amour et haine. Ce n'est pas un échec moral, c'est la condition humaine. Et quand tu arrêtes de lutter contre cette réalité, quand tu cesses de prétendre être uniquement bon, uniquement fort, uniquement lumineux, tu libères une énergie psychique énorme qui était bloquée dans le refoulement. Cette énergie devient disponible pour ta transformation, pour ta créativité, pour ta vie. Le travail avec l'ombre commence par une honnêteté radicale. Regarder en face ce que tu as toujours refusé de voir. Tes jalousies secrètes, tes rages cachées, tes peurs honteuses, tes désirs interdits. Non pas pour les juger, mais pour les reconnaître comme partie de toi qui mérite compassion et intégration. Mais l'ombre n'est que le début, parce qu'il existe un système encore plus profond qui détermine ton état mental à chaque instant. Ton système nerveux autonome est le fondement invisible de tout ton fonctionnement psychologique. Stephen Porges a révolutionné notre compréhension avec sa théorie polyvagale, montrant qu'il existe 3 états nerveux distincts qui façonnent complètement ton expérience de la réalité. Le premier est l'état ventral vagal, l'état de sécurité et de connexion sociale, où ton système nerveux se sent safe et peut s'ouvrir, créer, apprendre, se lier aux autres. Le deuxième est l'état sympathique, l'état de mobilisation, de fight or flight, où ton système nerveux perçoit une menace et se prépare à combattre ou fuir. Le troisième est l'état dorsal vagal, l'état de shutdown, de dissociation, où ton système nerveux se sent si menacé qu'il s'éteint, se fige, se déconnecte pour survivre. Et voici ce que tu dois comprendre absolument. Tu ne peux pas réorganiser ton esprit si ton système nerveux vit en état de menace constant. Toutes les techniques psychologiques du monde seront inutiles si ton système nerveux reste bloqué en mode survie. Boris Cyrulnik, psychiatre et spécialiste de la résilience, a montré comment les traumatismes, même ceux qui semblent mineurs, peuvent désorganiser le système nerveux pour des années. Un enfant qui grandit dans un environnement imprévisible ou émotionnellement négligent développe un système nerveux en état d'hypervigilance chronique. Son corps apprend que le monde est dangereux, que les autres ne sont pas fiables, que la sécurité est une illusion temporaire. Et ce conditionnement nerveux persiste à l'âge adulte, même quand les circonstances extérieures ont changé, même quand la menace n'est plus réelle. Ton corps continue à vivre dans le passé, ton système nerveux continue à réagir comme si le danger était présent. Jung parlait du corps comme véhicule de l'individuation. Il savait intuitivement que la transformation psychologique doit inclure le corps, pas seulement l'esprit. Tu ne peux pas t'individuer uniquement à travers la compréhension intellectuelle. Tu dois aussi réguler ton système nerveux, ramener ton corps à un état de sécurité fondamental. Freud avait observé la somatisation, cette tendance du psychisme, à exprimer dans le corps ce qu'il ne peut dire en mots. Les tensions chroniques, les douleurs inexpliquées, les maladies psychosomatiques, tout cela est le langage de l'inconscient qui parle à travers le corps.
Adler aussi voyait comment le sentiment d'infériorité se manifeste corporellement, dans la posture, dans la respiration, dans la façon de se tenir dans l'espace. Un corps qui porte un profond sentiment d'inadéquation se tient différemment, respire différemment, habite l'espace différemment. Et Sénèque, le philosophe stoïcien, parlait de la tranquillité comme état à la fois mental et corporel. Une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une régulation intérieure. Cette tranquillité stoïcienne n'est pas une répression émotionnelle, c'est précisément un état de système nerveux régulé, un état ventral vagal, où tu peux ressentir tes émotions sans être submergé par elles. La régulation du système nerveux commence par la conscience corporelle, apprendre à sentir où dans ton corps tu portes la tension, la peur, la douleur refoulée. C'est sentir la constriction dans ta poitrine quand l'anxiété monte, la tension dans ta mâchoire quand la colère est réprimée, la lourdeur dans tes membres quand la tristesse t'envahit. Ensuite vient la respiration, pas comme technique de relaxation superficielle, mais comme moyen de communiquer directement avec ton système nerveux autonome. Une respiration lente, profonde, ventrale, envoie un signal de sécurité à ton nerf vague, lui dit que tout va bien, qu'il peut sortir du mode survie. Le mouvement aussi est essentiel, parce que le trauma et le stress se stockent dans le corps sous forme d'énergie, de mobilisation incomplète. Quand tu trembles après une peur intense, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système nerveux qui libère l'excès d'activation. En apprenant à permettre ces décharges naturelles, en bougeant ton corps de façon qui libère l'énergie bloquée, tu réorganises progressivement ton état nerveux de base. Et maintenant que tu comprends la base neurologique, voici le processus que personne ne t'a jamais enseigné pour réorganiser ta conscience elle-même. L'individuation pour Jung n'était pas un concept abstrait, mais un processus concret de transformation psychologique. C'est le voyage de devenir qui tu es vraiment, au-delà des masques sociaux, au-delà des attentes familiales, au-delà des identifications inconscientes. C'est le processus de rassembler toutes les parties fragmentées de toi-même, l'ombre, la persona, l'anima ou l'animus, les complexes, et de les intégrer dans une totalité cohérente que Jung appelait le soi. Ce soi n'est pas l'ego, ce petit moi qui se croit séparé et autonome. Le soi est quelque chose de plus vaste, de plus profond. C'est le centre organisateur de toute ta psyché, consciente et inconsciente. Et voici ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas atteindre ce soi par la volonté consciente seule. Tu ne peux pas le forcer ou le contrôler. L'individuation est un processus qui émerge quand tu crées les conditions, quand tu fais le travail de conscience, d'intégration, de régulation, et ensuite, quelque chose de plus grand que ton ego se met en mouvement. Jean-Pierre Changeux, neuroscientifique français spécialisé dans la neurobiologie de la conscience, a exploré comment la conscience elle-même émerge de l'intégration de multiples systèmes neurologiques. La conscience n'est pas localisée dans une seule région du cerveau. Elle est le résultat de l'orchestration harmonieuse de multiples réseaux neuronaux qui communiquent et s'influencent mutuellement. Quand ces réseaux sont désorganisés, fragmentés, en conflit les uns avec les autres, la conscience elle-même devient fragmentée. Tu te sens divisé, incohérent, perdu. Mais quand l'intégration progresse, quand ces réseaux commencent à fonctionner de manière synchronisée, une nouvelle forme de conscience émerge, plus vaste, plus cohérente, plus libre. C'est exactement ce que Jung décrivait comme l'individuation. Sauf que maintenant, nous pouvons voir ce processus se dérouler au niveau neurologique. Freud voyait l'analyse comme le chemin vers une conscience élargie, et il avait raison. Chaque fois que tu rends conscient un pattern inconscient, que tu nommes une émotion refoulée, que tu reconnais un complexe en action, tu élargis le territoire de ta conscience. Tu récupères de l'énergie psychique qui était bloquée dans le refoulement, et cette énergie devient disponible pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement. Adler parlait de la reconstruction du style de vie. Cette constellation unique de croyances, de valeurs, d'objectifs qui organise toute ton existence.
Quand ton style de vie est construit sur des fondations fragiles, sur un sentiment d'infériorité non résolu, sur des compensations névrotiques, toute ta vie reste précaire, instable, insatisfaisante. Mais l'individuation te permet de reconstruire ce style de vie depuis un fondement plus profond, plus authentique. Tu n'essaies plus de prouver ta valeur, tu n'essaies plus de compenser une insuffisance imaginaire. Tu vis simplement depuis ton soi authentique, et cela change absolument tout. Daniel Siegel a montré comment la pleine conscience, cette capacité d'observer tes pensées et émotions sans t'identifier à elles, facilite l'intégration neuronale. Quand tu peux observer une pensée anxieuse sans devenir cette anxiété, quand tu peux sentir une émotion douloureuse sans être submergé par elle, tu crées une distance thérapeutique, un espace de liberté entre stimulus et réponse. Et dans cet espace, de nouvelles possibilités émergent, de nouveaux choix deviennent disponibles. Viktor Frankl a porté la dimension existentielle essentielle, la recherche de sens. Pour lui, la névrose existentielle, ce sentiment de vide et d'absence de direction, était la maladie fondamentale de l'être humain moderne. Et la guérison ne venait pas de l'analyse du passé uniquement, mais de la découverte d'un sens pour le futur, d'une raison de vivre qui transcende la souffrance personnelle. L'individuation inclut nécessairement cette dimension, trouver ce qui donne sens et direction à ta vie, ce pourquoi tu es prêt à souffrir, ce qui justifie ton existence. Sans cela, toute la réorganisation psychologique reste incomplète, parce qu'un esprit réorganisé mais sans direction claire finira par retomber dans le chaos. Le processus d'individuation commence par l'honnêteté radicale. Regarder ta vie exactement comme elle est, sans déni, sans rationalisation. Ensuite vient le travail avec l'ombre, reconnaître et intégrer ce que tu as refoulé, puis la régulation du système nerveux, ramener ton corps à un état de sécurité fondamentale. Ensuite, l'exploration des complexes, comprendre comment ces sous-personnalités psychiques influencent tes réactions. Et progressivement, à travers ce travail patient et courageux, quelque chose de nouveau émerge, une cohérence intérieure, une sensation de totalité, une connexion profonde avec ton soi authentique. Mais même avec tout cela, il manque encore un élément que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans. La transformation psychologique, aussi profonde soit-elle, ne survit pas sans une architecture mentale solide qui la soutient. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, passait ses nuits à écrire ses méditations, non pas pour les publier, mais comme pratique quotidienne de discipline intérieure. Il savait que l'esprit humain a une tendance naturelle à retomber dans le chaos, dans la réactivité, dans l'inconscience. Donc, chaque jour, il devait consciemment réaffirmer ses principes, recadrer ses pensées, se rappeler ce qui compte vraiment. Ce n'était pas de la répression, c'était de l'architecture mentale, la construction délibérée d'une structure intérieure qui peut résister aux tempêtes de la vie. Richard Davidson a démontré scientifiquement ce que Marc Aurèle pratiquait intuitivement. L'entraînement mental régulier crée des changements durables dans le cerveau. Les moines bouddhistes qui méditent des heures par jour pendant des décennies montrent des modifications cérébrales extraordinaires, mais même 20 minutes de pratique quotidienne produisent des effets mesurables après quelques semaines. C'est la neuroplasticité en action. Chaque répétition renforce les circuits que tu veux développer. La discipline stoïcienne n'est pas une forme de contrôle rigide ou de répression émotionnelle, comme beaucoup le croient à tort. C'est au contraire une forme de liberté profonde, la capacité de choisir ta réponse plutôt que d'être esclave de tes réactions automatiques. Marc Aurèle disait que tu as toujours le pouvoir de retirer ton consentement, de ne pas être perturbé par les événements extérieurs, parce que ce qui te perturbe n'est jamais l'événement lui-même, mais ton jugement sur l'événement. Freud parlait du principe de réalité versus le principe de plaisir, cette tension entre ce que nous voulons immédiatement et ce qui est réellement bon pour nous à long terme. La discipline stoïcienne, c'est la capacité de vivre selon le principe de réalité, d'accepter ce qui est plutôt que de se battre contre la réalité. Et dans cette acceptation radicale,
Paradoxalement, tu trouves une paix profonde que la résistance ne peut jamais donner. Sénèque enseignait que l'adversité est l'école de la sagesse, que les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités de forger ton caractère. Jung disait essentiellement la même chose quand il parlait de l'individuation à travers la confrontation avec l'adversité. Les moments les plus sombres de ta vie, les échecs les plus douloureux, les pertes les plus déchirantes, ce ne sont pas des obstacles à ta transformation, ce sont les catalyseurs même de cette transformation. Parce que c'est dans la souffrance que l'ego se brise, que les illusions tombent, que tu es forcé de regarder la vérité en face. Adler parlait de l'intérêt social comme aspect essentiel de la santé mentale, cette capacité de contribuer au bien-être collectif plutôt que de rester enfermé dans ta souffrance personnelle. La discipline stoïcienne inclut cette dimension, reconnaître que tu fais partie d'une humanité plus large, que ta souffrance individuelle peut devenir sagesse qui sert les autres. La construction de cette architecture mentale stoïcienne commence par la pratique quotidienne de l'examen de conscience. Chaque soir, prendre quelques minutes pour réfléchir à ta journée, observer tes réactions, identifier où tu as été inconscient, où tu as été réactif, où tu as agi depuis tes complexes plutôt que depuis ton soi. Ce n'est pas pour te juger durement, mais pour développer la conscience de tes patterns. Ensuite vient la pratique de la premeditatio malorum, visualiser les difficultés possibles avant qu'elles n'arrivent, non pas pour devenir anxieux, mais pour te préparer psychologiquement, pour ne pas être pris au dépourvu quand l'adversité frappe. Il y a aussi la pratique de l'amor fati, l'amour du destin, cette capacité d'embrasser tout ce qui t'arrive comme nécessaire, comme faisant partie de ton chemin d'individuation. Et peut-être la plus puissante de toutes, la memento mori, le souvenir de ta mortalité, qui replace instantanément toutes tes préoccupations triviales dans leur juste perspective et te ramène à ce qui compte vraiment. Ces pratiques ne sont pas des exercices intellectuels. Ce sont des technologies psychologiques qui sculptent littéralement ton cerveau, qui renforcent les circuits de la conscience, de l'acceptation, de la liberté intérieure. Et maintenant, voici ce qui te rendra vraiment méconnaissable en 2026. Imagine-toi dans un an, en 2026, et ton esprit est devenu quelque chose que tu ne reconnais plus, pas parce qu'il s'est détérioré, mais parce qu'il s'est complètement réorganisé depuis les fondations mêmes de ta psyché. Les pensées anxieuses qui tournaient en boucle indéfiniment ont disparu, remplacées par une présence calme et centrée. Les patterns répétitifs qui te faisaient retomber dans les mêmes erreurs encore et encore se sont dissous parce que tu as intégré les complexes inconscients qui les alimentaient. Ton système nerveux, autrefois bloqué en état de survie chronique, vit maintenant majoritairement en état de sécurité ventrale, ce qui transforme complètement ton expérience de la réalité. Les relations qui étaient autrefois des champs de mines émotionnelles sont devenues des espaces de connexion authentique, parce que tu n'y projettes plus ton ombre non intégrée. Le travail qui te semblait écrasant est devenu un chemin d'expression de ton soi, parce que tu as trouvé le sens profond qui donne direction à ta vie. Lisa Feldman Barrett a montré que ton cerveau construit littéralement ta réalité à travers les prédictions qu'il fait constamment. Quand ton cerveau a passé des années à prédire le danger, la déception, l'échec, il crée une réalité qui confirme ces prédictions. Mais quand tu réorganises profondément ta psyché, quand tu intègres ton ombre, régules ton système nerveux, complètes ton individuation, ton cerveau commence à faire de nouvelles prédictions basées sur de nouvelles expériences, de nouveaux patterns, une nouvelle structure inconsciente. Et ces nouvelles prédictions créent littéralement une nouvelle réalité vécue. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est la reconstruction fondamentale de comment ton cerveau génère ton expérience du monde. Antonio Damasio parlait de la conscience corporifiée, cette réalité que ta conscience émerge toujours de ton corps, de tes sensations, de ton état nerveux. Quand ton corps change, quand ton système nerveux se régule, ta conscience elle-même se transforme, devient plus spacieuse, plus présente, plus libre.
Jung parlait du soi réalisé, cet état psychologique où tu n'es plus identifié uniquement à ton ego, mais connecté à quelque chose de plus vaste, de plus profond. Ce n'est pas une expérience mystique inaccessible, c'est le résultat naturel du processus d'individuation. Quand tu as intégré suffisamment de ton ombre, quand tu as dissous suffisamment de tes complexes, quand tu as établi une connexion consciente avec ton inconscient, le soi émerge comme centre organisateur de ta psyché entière. Et depuis cette connexion au soi, la vie devient fondamentalement différente. Les décisions se prennent avec une clarté nouvelle, parce que tu n'es plus tiraillé entre 1000 voix contradictoires intérieures. Les émotions se vivent pleinement mais sans submersion, parce que tu as développé la capacité de les contenir consciemment. Les relations deviennent plus profondes et authentiques, parce que tu peux enfin te montrer tel que tu es vraiment. Freud parlait de l'ego fortifié, capable de tolérer la tension entre les pulsions du ça et les exigences du surmoi sans se fragmenter. Cette force de l'ego n'est pas de l'arrogance, c'est une capacité psychologique développée à travers l'analyse, à travers le travail patient de rendre conscient l'inconscient. Adler parlait du nouveau style de vie, construit non plus sur la compensation névrotique, mais sur la contribution créative. Quand tu n'essaies plus de prouver ta valeur, quand tu as dépassé le sentiment d'infériorité qui te poursuivait, tu peux enfin vivre pour quelque chose de plus grand que toi-même. Viktor Frankl disait que la découverte du sens existentiel transforme même la souffrance en quelque chose de supportable, presque de précieux. Et Camus ajoutait que l'acceptation de l'absurde, la reconnaissance que la vie n'a pas de sens prédéfini, mais que nous devons créer notre propre sens, est paradoxalement la source d'une liberté totale. Quand tu combines tout cela, l'individuation jungienne, l'intégration freudienne, la reconstruction adlérienne, la neuroplasticité davidsonienne, la régulation polyvagale, la discipline stoïcienne, la recherche de sens franklienne, l'acceptation camusienne, tu obtiens une métamorphose psychologique complète. Ce n'est pas un changement superficiel de comportement, c'est une transformation de la structure même de ta conscience. Le chemin pour devenir méconnaissable commence maintenant, aujourd'hui, avec la décision de ne plus accepter le chaos mental comme inévitable. Commence par observer tes patterns sans jugement, simplement les voir clairement pour la première fois. Commence à faire le travail avec ton ombre, écris sur ce que tu refuses de voir en toi, dialogue avec ces parts refusées. Apprends à réguler ton système nerveux, pratique la respiration consciente, le mouvement libérateur, la conscience corporelle. Engage-toi dans le processus d'individuation, peut-être à travers la thérapie, peut-être à travers le travail avec les rêves, peut-être à travers la méditation et l'introspection profonde. Construis ton architecture stoïcienne, pratique l'examen quotidien, développe l'acceptation radicale, cherche le sens dans l'adversité. Et surtout, sois patient avec toi-même. Parce que cette transformation prend du temps, elle ne se force pas, elle émerge progressivement à travers la pratique quotidienne et le courage de regarder la vérité en face. Alors maintenant, tu comprends ce que signifie vraiment réorganiser ton esprit. Ce n'est pas une technique de productivité, ce n'est pas une routine matinale optimisée, ce n'est pas une formule de pensée positive. C'est un processus psychologique profond qui touche chaque niveau de ton être, depuis les structures inconscientes les plus anciennes jusqu'à la conscience la plus élevée, depuis la régulation de ton système nerveux jusqu'à la découverte de ton sens existentiel. C'est le courage de devenir qui tu es vraiment, au-delà de tous les masques, de toutes les défenses, de toutes les illusions. Et quand ce processus se déploie pleinement, quand tu fais ce travail avec honnêteté et persévérance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens littéralement méconnaissable, non pas aux yeux des autres d'abord, mais à tes propres yeux. Tu te regardes et tu vois quelqu'un que tu ne connais pas encore complètement, quelqu'un de plus entier, de plus libre, de plus vivant que tu ne l'as jamais été. C'est cela la vraie promesse de 2026. Pas une nouvelle version améliorée de qui tu étais, mais une métamorphose tellement profonde que l'ancienne version de toi semble appartenir à une autre vie.
Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'éveil n'est pas un événement mystique soudain, c'est le résultat cumulatif de 1000 petits moments de conscience, de 1000 petits choix de regarder en face plutôt que de fuir, de 1000 petites intégrations de ce qui était fragmenté. Et chacun de ces moments reconstruit ton cerveau, réorganise ta psyché, régule ton système nerveux, te rapproche de ton soi. La neuroplasticité te dit que c'est biologiquement possible. La psychologie profonde te dit que c'est psychologiquement nécessaire. La philosophie existentielle te dit que c'est existentiellement vital. Et ton propre cœur, si tu l'écoutes vraiment, te dit que tu ne peux plus continuer à vivre avec ce chaos mental, que le temps est venu de faire ce travail, de devenir enfin qui tu es destiné à être. Lequel de ces mécanismes inconscients reconnais-tu le plus profondément dans ta propre psyché? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais comprendre ton expérience intérieure. Parce que c'est dans le partage de nos processus intérieurs que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, que cette quête d'individuation est universelle, même si chacun la vit de manière unique. Tes complexes ne sont pas identiques aux miens. Ton ombre porte des contenus différents. Ton système nerveux s'est désorganisé à travers des expériences qui te sont propres. Mais le processus de transformation est le même. La voie vers la totalité est la même, et en marchant ensemble sur ce chemin, nous nous soutenons mutuellement dans les moments de doute, de peur, de résistance. La transformation n'est jamais linéaire. Il y aura des jours où tu auras l'impression de régresser, de perdre tout le terrain gagné, de retomber dans les anciens patterns. C'est normal, c'est même nécessaire. Freud parlait de la résistance comme partie intégrante du processus analytique, cette tendance de la psyché à se défendre contre le changement même quand elle sait que ce changement est bénéfique. Ton inconscient a peur de l'inconnu, même quand le connu est douloureux. Donc il résistera, il sabotera, il trouvera 1000 raisons pour que tu abandonnes ce travail. Mais chaque fois que tu reconnais cette résistance et que tu continues quand même, tu renforces quelque chose d'essentiel en toi, cette capacité de persévérer malgré l'inconfort, de tenir le cap même quand c'est difficile. Et c'est précisément cette capacité qui te permet de devenir méconnaissable, parce que la plupart des gens abandonnent au premier signe de résistance, retournent à leur pattern familier, restent prisonniers de leur chaos mental toute leur vie. Combien de ces patterns as-tu identifiés dans ton propre processus mental? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience de ce qui opère en toi, parce que la conscience est toujours le premier pas vers la transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas intégrer ce que tu refuses de reconnaître. Et souvent, nous sous-estimons l'ampleur de notre fragmentation intérieure. Nous croyons avoir quelques petits problèmes à régler, alors qu'en réalité, notre psyché entière demande une réorganisation profonde. Ce n'est pas pour te décourager, au contraire. C'est pour te libérer de l'illusion que quelques ajustements superficiels suffiront, pour que tu puisses enfin t'engager dans le travail réel, le travail profond qui change vraiment les choses. Il y a une solitude particulière dans ce processus d'individuation. Jung en parlait souvent, cette solitude essentielle de celui qui choisit de devenir conscient dans un monde qui préfère rester endormi. Tes amis ne comprendront pas toujours pourquoi tu changes, pourquoi tu ne réagis plus de la même façon, pourquoi certaines choses qui te satisfaisaient avant ne te suffisent plus. Ta famille peut se sentir menacée par ta transformation, parce que ton changement met en lumière leur propre stagnation. Les relations qui fonctionnaient sur des patterns inconscients mutuels peuvent se dissoudre quand tu deviens plus conscient. C'est douloureux, mais c'est aussi nécessaire, parce que tu ne peux pas devenir qui tu es vraiment tout en maintenant toutes les anciennes connexions qui étaient basées sur qui tu prétendais être. Certaines relations survivront à ta transformation et deviendront plus profondes, plus authentiques. D'autres tomberont naturellement, et c'est correct aussi. Sénèque disait que nous devons parfois nous retirer pour mieux avancer, créer de l'espace pour la croissance intérieure. Mais voici ce qui rend tout cela supportable. Chaque pas sur ce chemin d'individuation, même quand il est douloureux,
apporte une forme étrange de satisfaction que rien d'autre ne peut donner. C'est la satisfaction de devenir authentique, de vivre depuis ton soi plutôt que depuis tes masques, de sentir que tu es enfin aligné intérieurement. Frankl appelait cela la tension existentielle saine, cette tension entre ce que tu es maintenant et ce que tu pourrais devenir, entre ta réalité actuelle et ton potentiel le plus élevé. Cette tension n'est pas confortable, mais elle est vivante, elle est créative, elle te pousse constamment vers ta propre évolution. Et quand tu embrasses cette tension, plutôt que de la fuir, quand tu acceptes que l'individuation est un processus qui dure toute une vie et non une destination à atteindre, quelque chose se détend en toi. Tu peux enfin arrêter de te battre contre toi-même, arrêter de te juger pour ne pas être déjà arrivé et simplement marcher sur le chemin avec présence et patience. L'architecture mentale que tu construis maintenant, chaque pratique quotidienne de conscience, chaque moment d'intégration de l'ombre, chaque régulation de ton système nerveux, chaque choix de vivre selon tes valeurs plutôt que selon tes peurs, tout cela s'accumule. C'est la loi de l'effet composé appliquée à la transformation psychologique. Au début, les changements semblent imperceptibles, tu fais le travail jour après jour sans voir de résultats dramatiques, et c'est facile de se décourager. Mais continue, parce que ces micro-transformations quotidiennes créent des changements neurologiques réels, renforcent de nouveaux circuits, affaiblissent d'anciens patterns, et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'es plus du tout la même personne. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est arrivé progressivement, presque imperceptiblement, à travers 1000 petites morts de l'ancien toi et 1000 petites naissances du nouveau toi. En 2026, quand tu regarderas en arrière vers ce moment présent, vers ce jour où tu as décidé de vraiment réorganiser ton esprit, tu verras avec une clarté parfaite à quel point cette décision était le tournant de ta vie entière. Pas parce que tout est devenu facile, pas parce que tous tes problèmes se sont évaporés, mais parce que tu as arrêté de fuir ton propre chaos et tu as commencé à le transformer consciemment. Tu as arrêté de chercher des solutions rapides externes et tu as commencé le travail profond intérieur. Tu as arrêté de blâmer les circonstances et tu as pris la responsabilité radicale de ta propre psyché. Et cette prise de responsabilité, cet engagement envers ta propre individuation change absolument tout, parce que tu passes de victime de ton esprit à architecte de ta conscience, de prisonnier de tes patterns inconscients à créateur conscient de ta réalité intérieure. Si cette réflexion a touché quelque chose de profond en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche lui aussi à se transformer radicalement. Quelle révélation t'a le plus marqué ? Était-ce la compréhension de tes complexes autonomes, la reconnaissance de ton ombre non intégrée, la prise de conscience de ton système nerveux désorganisé, ou peut-être la vision de qui tu pourrais devenir à travers l'individuation complète? Chaque révélation est une graine de transformation qui, si tu la nourris avec conscience et pratique, germera en changement réel. Et si tu veux continuer ce voyage de transformation ensemble, rejoins notre communauté de membres qui s'engagent dans l'individuation véritable, qui font ce travail profond avec sérieux et courage, qui se soutiennent mutuellement dans cette quête de devenir qui nous sommes vraiment. Parce qu'au final, réorganiser ton esprit n'est pas un projet de développement personnel parmi tant d'autres. C'est la tâche la plus importante de ton existence. Le travail qui donne sens à tout le reste, le processus qui transforme une vie de souffrance confuse en un chemin d'évolution consciente. Jung disait que le privilège d'une vie entière est de devenir qui tu es vraiment. Pas qui tes parents voulaient que tu sois, pas qui la société exige que tu sois, pas même qui tu croyais devoir être, mais qui tu es dans ton essence la plus profonde, quand tous les masques tombent, quand toutes les défenses se dissolvent, quand le soi authentique peut enfin émerger. C'est cela, devenir méconnaissable en 2026. C'est la mort de toutes les fausses identités et la naissance de ton être véritable. Et il n'y a rien de plus terrifiant, de plus exigeant, de plus douloureux, et en même temps rien de plus libérateur, de plus satisfaisant, de plus profondément nécessaire que cette transformation.